à tous les passionnés de l'automobile et tout particulièrement les passionnés de la 2 chevaux. Alors la 2 chevaux, c'est pas une automobile, c'est un art de vivre comme vous le savez. Et aujourd'hui, on va pas faire une sortie de grange, mais on va se rendre à la grange aux 2 chevaux, à Montour à côté de Fougères, pour rencontrer Christophe Guillaume, le boss, qui nous attend pour parler de restauration de la 2 chevaux. Allez, on y va, c'est un très beau soleil, vous voyez, j'ai le chapeau adéquat. Tout de suite, on y va. Bonjour Christophe. Comment ça va? Merci de nous accueillir à la grange aux 2 chevaux. Ouais, ça fait plaisir. Et également, le plaisir est pour nous. Tu nous fais découvrir un petit peu ton savoir-faire et j'irai. J'ai l'impression quand on entre ici avec ces bâtiments d'être un peu au quai de Javel il y a près d'un siècle. C'est un peu, on retrouve l'esprit d'André Citroën de l'époque. Ouais, il y a une belle magie ici qui se passe. Une belle magie. Tu nous fais découvrir ta magie? Avec plaisir. Allez, on y va. Allez, parti. Voilà le bâtiment. Donc, Bien. tiens, voilà un petit coup d'œil là sur la perspective là. Tiens, voilà comment ça se présente ici au niveau de l'atelier. Donc ici, là, on a les véhicules qui sont ici à l'entretien, qui attendent leur tour. Là, ce sont juste des entretiens classiques. Et après les restaurations, donc quand les véhicules arrivent, on a 2 types de clients. On a le client qui vient avec sa voiture de famille et le client qui n'a pas de projet forcément précis. Donc celui-ci, on lui vend une voiture derrière. D'accord. Et donc la procédure est toujours la même. On va démonter la voiture et on va ranger toutes les pièces dans les chariots qui se trouvent juste derrière nous. Un gros stock, hein. Voilà, ouais, et quelques projets. Quelques dizaines de voitures pratiquement donneuses qui sont déjà pratiquement là. Non, parce que les chariots qui sont là juste derrière, ce sont des chantiers qui sont en attente de restauration. Déjà en cours, mais derrière, il y a le stock. Ah oui, il y a un stock, je dirais général. Des pièces particulières, des boîtes de vitesse aussi, je crois. Ouais. Oui, il y a de quoi faire. Tout démarre bien sûr par un stock de voitures. Ouais. Et ici, on a ce qu'il faut. Hein. Ouais. On a vraiment ce qu'il faut. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc ici, sur la base rez-de-chaussée qu'on a ici, ce sont toutes les voitures qui sont en attente de restauration. Donc toutes ces voitures-là appartiennent à des clients. Les dossiers sont en cours et donc les restaurations avancent au fur et à mesure aussi en fonction des possibilités financières des clients et du planning qu'on a aussi. Donc on essaie de fixer tout ça, de se mettre d'accord. Et voilà, donc elles sont dans l'état qu'elles se sont arrêtées. Hein. Donc pour la plupart, ce sont des véhicules de clients qui les avaient gardés en propriété, ou bien le client vient avec un projet, et dans quel cas, là c'est la partie supérieure ou la partie à haut qui correspond à ça. Donc ce sont des voitures là qu'on va vendre des bases et sur lesquelles on va lancer une restauration après. D'accord. Et dans la plupart des cas, c'est plus le client qui t'apporte la voiture, ou est-ce que c'est sur une demande client, le client veut un type de 2 chevaux bien particulier, bien précis, parce que c'est un connaisseur, et c'est toi qui te charges de la rechercher. Là, tout à fait. Même à l'étranger, éventuellement. Ouais. Là, donc 90% on va dire de nos clients, ce sont des voitures de famille. Et 10% sont des clients qui viennent avec un projet soit très précis. J'ai eu le cas avec un client qui avait 70 ans, qui est venu avec une photo d'époque en noir et blanc, enfin, on va dire les premières couleurs. Et il a dit ça, c'était moi quand j'avais 20 ans, c'était ma 2 chevaux, j'ai 70 ans maintenant, je voudrais refaire la même. Et donc, grâce à la photo et en me posant 3-4 questions, j'ai réussi à retrouver une base de chevaux qui correspondait. C'était une 55 pour la petite histoire. Et on lui a reconditionné à l'équivalent de ce qu'il avait. D'accord. Et quand sa femme est venue pour la découvrir à la finale, elle s'est souvenue de la couleur des sièges. Donc, une 2 chevaux a toujours une histoire derrière. Ah oui. Une histoire de famille en général, que c'est un véhicule qui est là donc, depuis très longtemps. Hein. Et forcément, il y a toujours une histoire qui va avec, toujours. Ah oui. Et toujours. Nous, l'histoire nous passionne autant que la restauration en elle-même. Technique. Ce qui nous plaît, c'est qu'on a souvent plusieurs générations qui viennent en même temps pour lancer le projet. Donc souvent le papy, mamie, le fils qui est dans mes âges, on va dire 40-50 ans, et les petits-enfants. Et ce qui est marrant, c'est qu'à travers les années, on a vu les petits-enfants grandir maintenant. Et les petits-enfants, maintenant, ils ont le permis. Et ils roulent avec la 2 chevaux. Et malheureusement, on a un client, la mamie est décédée. Mais nous, ça nous rend super fiers que le petiot était là au départ quand on a lancé la restauration. Maintenant, la voiture, elle est roulante. Et lui, elle a encore plus de sens, cette voiture, qu'elle avait auparavant. Belle histoire. Ouais. Donc ici, on a les caisses qu'on appelle chez nous vulgairement dans les starts. Donc c'est les prochaines sur lesquelles on va travailler.
Donc on a toujours la même procédure, donc on soude d'abord des renforts, après on va découper la caisse, et après pour bien se rendre compte, on passe un petit coup de sablage dans les endroits délicats. Donc sur celle-ci... Bien la nettoyer correctement. Vraiment. Ouais, parce que quelquefois il y a eu des réparations de fortune, comme ici, là on se rend compte qu'il y a une réparation qui a été faite qui est pas géniale. Donc à partir de ce moment-là, on va sabler pour vraiment faire un devis précis. Pour voir vraiment la base même de la carrosserie de manière à ne pas avoir de surprise, mauvaise surprise par la suite. Voilà, tout à fait. D'accord, d'accord. Voilà, et ben ici c'est la partie tôlerie, carrosserie, peinture, on va dire. Ouais. Donc là on reconditionne les caisses intégralement. C'est-à-dire qu'après qu'on a fait l'expertise qu'on a vue tout à l'heure, on se met d'accord avec le client et on va remplacer tous les morceaux qui sont à remplacer. Donc sur celle-ci, elle est bien avancée en ponçage, on ne se rend pas bien compte. Mais ce qu'on a réellement conservé de la voiture, c'est que la partie, donc les cercles là, la partie haute. Sinon, toute cette partie-là est neuve. Ça. Le pied milieu, celui-ci aussi, hein, je dis pas de conneries, hein. Oui. Il a été remplacé. Le fond de coffre. Et là, on a même fait alors, on pourra le voir après, mais un greffage ici. Ouais. Elle a été coupée là. Donc toute cette partie-là était super endommagée, quoi. Et donc là, après, elle est passée à l'époxy. Enfin, ils l'ont d'abord poncé. Il la passe à l'époxy. Ensuite, là, ils la mettent en après. Et là, ils sont en train de poncer l'après. Donc c'est une étape assez galère un peu quand même, parce que il y a beaucoup de choses qui se font à la main. On peut pas le faire à la machine. Et une fois que ça sera fait, il y a tout le jointage qu'ils vont refaire comme à l'origine. Et là, c'est le jointage, vous mettez 2 heures à 2 à peu près. Hein, 2 heures à 2. Ah ouais, c'est vraiment un passe-temps. Et il faut qu'elle soit parfaitement étanche, aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Donc, et ça, c'est refait avec des produits qui sont de meilleure qualité aujourd'hui que ce qu'on avait à l'époque. Donc elles seront mieux protégées et plus durables encore qu'elles étaient. Est-ce que dans l'ensemble des voitures que tu reçois pour la restauration, est-ce que tu as plus de demandes avec une voiture à restaurer pratiquement dans sa totalité ou plutôt quelques petites, je sais pas, le plancher a changé, c'est relativement récent, je pense. C'est rare parce que malheureusement, ils ont toutes la même problématique. Ils ont vécu, ils ont été menés à la corde. Et la tôle était vraiment très très fine, elle faisait 65 centièmes. Ah oui. Donc c'est ni plus ni moins l'épaisseur du petit carton qu'on a là. Ouais, donc ça fait pas grand chose. Voilà. Déjà l'origine, et en plus la qualité de la tôle n'était pas terrible. Ouais. Donc ce qui fait qu'elle rouillait très facilement. Et quand les planchers commencent à être malades, par l'expérience, on sait que la misère elle est un petit peu partout. Et c'est rare qu'on ait. Alors ça nous arrive de faire des restaurations partielles ou quelques petits travaux, mais en majorité c'est même plus des restaurations, ce sont des reconstructions qu'on fait. Des reconstructions, carrément. Ouais. Absolument. Ok. Ouais, alors ici c'est la partie châssis train roulant. Donc là, typiquement, voilà, c'est assez rare, mais vous avez la chance de pouvoir voir les deux, c'est-à-dire l'avant et l'après. Donc la première phase, c'est de démonter le châssis, récupérer tous les organes qu'on peut sauver. Donc là, on va démonter méthodiquement, donc il y a toute une procédure et des outils spécifiques qu'on a fabriqués pour démonter les bras, pour démonter les roulements, pour démonter les pots de suspension. Et après, toutes ces pièces-là, donc Yanis va les récupérer, va les nettoyer. Donc dans la machine. Là-bas, ouais, on a des machines spécifiques pour ça. Et une fois que c'est démonté, donc ça va partir au sablage, ça va revenir peint. Et là, après, il va remonter le châssis intégralement, ce qui fait sur l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on prend les plateformes qui sont juste derrière nous, on les réinstalle sur le pont. Sur le pont, oui. Et après, donc, il va prendre pièce par pièce. Et là, il y a toute une procédure de contrôle d'abord métrologique. On contrôle toutes nos pièces pour savoir si sont bonnes ou mauvaises. Ensuite, il va remonter toutes les pièces, donc suivant un ordre très précis, les réglages. Et donc, Yanis, lui, n'a pas encore l'autorisation de... Dans l'autre sens, ça va, personne t'a vu. Attention, le maître est là. C'est toujours qu'il se plante qu'il faut que je regarde. Ça va, personne t'a vu. Ça, c'est drôle, faut le laisser. C'est comme le coup de marteau. Moi, c'est doucement, le roulement il m'a tiqué dessus sinon. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je t'ai juste vu taper sur tes doigts, ça m'a fait rire. Voilà. Je l'ai fait exprès. Ça, c'est l'esprit de la grange aux 2 chevaux. C'est trop drôle. Bon, et le châssis, on le remonte, donc suivant une procédure précise. Et donc, Yanis n'a pas encore l'habilitation de pointer les pièces. Là, on pourra voir tout à l'heure, il y a des points bleus
partout sur le châssis, ça veut dire que ça a été contrôlé au niveau serrage. Et là, c'est Anthony qui est son référent qui fait le contrôle définitif pour s'assurer. Et puis ça déjà, on constate chez toi une organisation d'industriel. Hein, ce que je disais tout à l'heure quand on est arrivé, ça fait penser au quai de Javel de l'époque. Tu as déjà l'organisation, forcément de l'époque, mais surtout d'aujourd'hui, parce que c'est un peu plus compliqué qu'aujourd'hui qu'il y a 50, 60 ou 80 ans. Et on voit déjà, sitôt qu'on rentre chez toi, une organisation parfaite, je dirais, pratiquement. On verra tout à l'heure les outils, comment ils sont rangés. Chaque outil a sa place pour une fonction bien précise. Ouais. Et ça, je dirais, c'est plutôt rassurant, tout à fait. Disons, oui, puis il y a une méthode de travail, puisque on connaît bien notre sujet, sans prétention. Oui. On fait ça, on fait ça au quotidien, donc ce qui permet d'avoir des outils précis, d'avoir des dessins. Bon, c'était un passe-temps ça pour le faire au départ, mais quand les gars rangent leur établissoir, on sait où tout va. Et chacun sa couleur d'outils. Là c'est jaune, là c'est bleu, là c'est vert derrière, on a le rouge, on a l'orange là-bas. Ce qui fait que s'il y a un outil qui n'est pas à sa place, on le sait tout de suite. Et s'il traîne sur l'établi, on sait à qui on va le rendre. C'est plein de petites choses qu'on a mis en place au fur et à mesure des mois et des années, parce que c'était pas comme ça forcément au départ. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est super organisé pour que ça puisse être le plus efficace possible et que ça puisse coûter le moins cher aussi possible aux clients, puisque c'est du temps. Tout ça, c'est beaucoup de temps. Donc plus c'est rationalisé, plus moins la facture sera douloureuse. C'est tout à fait logique. Hein, c'est tout à fait logique. On va voir l'autre châssis. Là, Christophe, on est devant le châssis terminé. Voilà. Tout à l'heure, on a vu avant, là, on est après. Voilà, et là, il est presque terminé. Donc, il a encore quelques étapes. Il a un bras à monter. Et là, en plus, c'est spécifique sur ces modèles-là, c'est les amortisseurs à friction. Donc, il a encore quand même, allez, on va dire 3 bonnes heures de boulot là-dessus, sur cette phase-là. Ouais. Donc, là, il y a tout un système. Donc, vous voyez, là, les points de contrôle, donc ça veut dire que ça a été contrôlé, donc c'est plombé, ça veut dire que... La couleur bleue que l'on voit là. Ouais, la couleur bleue. Dès lors que la couleur bleue était appliquée, je sais qu'Anthony est passé derrière et ça a été contrôlé. Donc si c'est contrôlé, ça veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante au niveau du remontage, puisqu'il y a des gammes de remontage et donc on ne fait pas ça n'importe comment. Et donc il y a des couples de serrage. Bon, Anthony, c'est une encyclopédie, donc lui il les connaît par cœur. Il va vérifier tous les couples de serrage et une fois que ça sera terminé, donc on va le poser au sol et il pourra aller au remontage au niveau de là-bas des caisses et ça c'est validé, quoi. D'accord. Et la couleur est bien précise, donc chaque gars a sa couleur, ce qui me permet de savoir qui a fait le travail. Qui est passé. Voilà, et faire de la traçabilité, s'il y a un problème, de trapper l'oreille du gars. Bien sûr. Et non, je déconne. Non, quand même pas. Bien. Donc, étape suivante, Christophe. Alors ici, c'est la partie mécanique proprement dite, moteur, boîte de vitesse. Donc les pièces sont assez souillées quand on les démonte souvent. Ah oui. Donc là, il y a Ouais, ça, ouais. Et puis surtout, c'est des pièces, pour ceux qui les connaissent, qui ont bien pris la crasse souvent, c'est bien marqué. Ouais. Donc c'est compliqué de les avoir propres. Donc on a mis en place un système propre à nous, en fait. Donc là, on démonte les pièces ici. Et c'est la marche en avant comme dans les cuisines. C'est-à-dire on va avancer les différentes étapes et on évite de revenir en arrière avec des pièces sales. C'est-à-dire on part avec la pièce sale, on la met à tremper dans un bain. Ensuite, on a une fontaine au pinceau et on finit avec une Karcher à eau chaude qui est dans la machine. Et donc là, ça évite les souillures. Et surtout, ça s'inscrit dans l'environnement aujourd'hui puisque tous les produits de traitement partent dans un conteneur et c'est recyclé après. C'est effectivement d'actualité importante. Voilà. Et là, Christophe, on est dans l'étape suivante au niveau de la pure mécanique, on peut dire. Ah oui, là, c'est vraiment de la vraie mécanique dans tous les sens du terme. Donc ici, on a les pièces propres qui sont arrivées. Donc elles sont passées à une étape de métrologie, donc la science de la mesure en mécanique. Donc c'est des choses que j'aime bien, puisqu'il n'y a pas de demi-mesure, soit c'est bon, soit c'est mort. Donc là on doit faire... Voilà, non, c'est ça. Donc là on va prendre des cotes, on va vérifier, et donc si nos pièces sont bonnes, elles continuent le circuit. Si c'est mort, on les met à l'écart, et là on essaie de voir ce qu'on a comme solution, quoi. Donc et on utilise des outils de mesure, de contrôle précis, et avec les tolérances constructeurs qui nous sont données, quoi. Là, je vois un piston avec ses segments. Alors, si je me souviens bien en mécanique, on a 3 segments. Tu me diras, je suis devant le maître. Je parle sur contrôle de ton expérience. Donc, le premier segment, c'est le segment anti-feu, c'est ça? Ouais, ou segment de feu, le segment d'étanchéité et le segment racleur. Voilà. Bien, c'est bien. 3. Il y a des bons restes. Ouais, 3 au minimum, parce qu'il peut y en avoir beaucoup plus, Beaucoup plus, c'est-à-dire? Eh ben, jusqu'à 4, 5, ça dépend des montages. En mécanique, faut être humble, puisque on
On a beau être, enfin, en 2 chevaux non, mais Ouais. dans certains types de moteurs, en agricole ou quoi, ça arrive de Les trop. gros moteurs pour les engins publics, engins de travaux Ouais. publics ou pas lourd. Ouais, Bon. Donc on peut avoir un 4e, un 5e ouais. J'en ai vu jusqu'à 5. qui est placé Sous l'axe de piston, dessous. ouais. Ah, d'accord. Pour guider quand il y a une grande course, pour guider le piston, pour éviter de l'ovalisation au niveau de la base. D'accord. Ok. Et là, Christophe, on est devant quelle opération, quelle étape? Voilà, alors ça c'est une étape intermédiaire, donc, parce que là on est tout proche de la partie châssis. Donc toutes nos pièces sont contrôlées de façon métrologique, comme je le disais précédemment. Et donc on utilise un marbre comme à l'école autrefois, avec des comparateurs, Oui. des outils de contrôle de mesure et certains outillages spécifiques qu'on a fait faire pour pouvoir contrôler les pièces comme elles étaient faites à l'usine à l'époque. Donc l'intérêt pour nous c'est de se rendre compte des valeurs. Donc là on la met sur le marbre, on va la tourner et on a une tolérance qui nous est donnée. Donc soit c'est bon, soit c'est mort. Et malheureusement on se rend compte que souvent il y a eu des chocs sur la voiture et les gens ne le savaient pas forcément, mais leur pièce est endommagée. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire remplacement. D'accord. Et c'est une pièce de sécurité qui rentre dans la sécurité du véhicule. Oui, puis Donc, aussi parce qu'à la fin on va faire la géométrie complète, c'est-à-dire le contrôle de ce qu'on appelle vulgairement le train avant, la géométrie. Ouais. Et si cette pièce-là elle est tordue, c'est la traverse, ça c'est la traverse arrière. Si elle est tordue, forcément les bras ne seront pas parallèles et on n'arrivera pas à régler la géométrie. Voilà, d'accord. Donc si on ne fait pas des contrôles intermédiaires, on se retrouve à la finale avec un problème. D'accord. Donc, et on veut que les choses soient parfaites quand la voiture est terminée, donc c'est pour ça. Ça se comprend bien. Voilà. D'accord. Alors là, Christophe, on a des outillages un peu particuliers. Voilà, alors ça c'est C'est du fait maison, ça. Ouais, Hein? c'est du fait maison et ce qui me fait plaisir, c'est que moi, donc j'étais l'auteur du premier support quand on s'est installé, Oui. que Anthony a réussi à faire évoluer en le rendant mobile, parce que là l'inconvénient c'est qu'on travaillait juste sur l'établi et si on était bloqué, il fallait renlever le support. D'accord. Que là si on est bloqué sur quelque chose, Sur roulette, on peut le déplacer. on peut le déplacer. Et donc l'intérêt aussi pour ce support-là, c'est qu'il y a une articulation qui permet de travailler donc tantôt pour pouvoir mettre le vilebrequin comme ça, et tantôt pour pouvoir le remettre à l'horizontale, D'accord. une fois qu'il est monté, de façon à pouvoir finir À hauteur d'homme. à hauteur d'homme. Pour éviter Ces pièces de- à côté, les pièces neuves là, c'est vraiment très opérationnel de Je crois façon. que c'est bien pensé. Voilà. C'est une étude de poste de travail. Voilà, et C'est exactement ce qui est ça. plaisant, c'est que moi j'avais fait le premier et Anthony, aujourd'hui qui est à ce poste-là, fait évoluer les outils en même temps qu'il fait son travail. Et ça, c'est super plaisant de voir des gens qui sont investis et non pas simplement comme des simples opérateurs, mais aussi comme des gens qui ont envie de faire avancer la boutique, quoi. Donc, Ça se comprend bien et c'est vrai qu'il faut toujours faire évoluer un peu les outillages de manière à ce que l'opérateur ait de moins en moins de pénibilité au travail. Voilà, Parce ouais, que ouais. Ça représente du poids, ça. Hein. Et lorsqu'il a une idée d'outil, je l'arrête. Alors si je peux vraiment pas, c'est exceptionnel, pour qu'il puisse le faire aussitôt. C'est-à-dire que souvent c'est lui qui les réalise, mais parce que sinon je me dis que c'est le gars, il va perdre l'envie de faire des choses s'il les fait pas. Voilà. Et s'il le fait, c'est qu'il y a pensé, c'est qu'il veut rendre son travail plus agréable. Et donc c'est super intéressant pour tout le monde, quoi. D'accord, d'accord. Très bien. Christophe, on arrive à la phase finale. Voilà, La clé de chevaux est prête à livrer. Voilà. À être livrée plutôt. c'est vrai, tout à fait. Elle se termine, donc là elle est passée au contrôle technique là, au début de l'après-midi, donc validée. Maintenant il nous reste une étape cruciale, c'est un essai de 150 km. Tous les véhicules qu'on fait donc, sont testés par les gars et avec un checklist. Ils vont faire 150 km et ils vont pointer tous les points de détail qui ne leur ont pas plu. D'accord. Et à partir de ce moment-là, quand elle revient, Florent reprend la liste et revoit les derniers points à voir. Éventuellement. Et après, donc il y a une expertise qui est faite et on envisage la date de livraison avec les clients. D'accord. Toujours avec le même cérémonial, la voiture est bâchée. Le client, quelquefois, ne l'a pas vu depuis des semaines, voire des mois. Donc il y a un grand moment d'émotion. Je pense, oui. Et je fais arrêter toute l'équipe à chaque fois pour qu'ils puissent assister à ce moment-là, parce que c'est un moment magique et qui nous tient tous à cœur, parce que c'est de voir l'émotion des gens. Et on a vu des gens très, très durs d'apparence, très fermés,
qui ont fondu le jour où ils ont pris possession de leur voiture. Parce que c'est une voiture qui est très très forte en symbole et donc c'est un véhicule que souvent, enfin c'est surtout des clients d'une certaine tranche d'âge qui vont la transmettre aux enfants et aux petits-enfants et qui ont surtout pris du plaisir avant. Et donc c'est une page qui se tourne et une transmission derrière et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'étais à Ploué il y a quelques 15 jours, 3 semaines, donc au National de Chevaux. J'ai rencontré une personne effectivement, il était la 3e génération propriétaire de véhicule dans la même famille. Ouais. Son père l'avait acheté à son père à lui, donc le grand-père de la personne que j'ai rencontrée. Effectivement, la voiture était dans la famille depuis 3 générations. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est super plaisant et c'est des voitures qu'on transmet au même titre qu'un appartement, un studio. Ouais. Voilà, ça fait partie du patrimoine et de l'ADN de certaines familles et des albums de photos de famille. Parce que c'est pas rare de retrouver des vieilles photos. Moi, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de retrouver des photos de communion d'époque. Ouais. Et on retrouvait les photos de chevaux dedans. Et on se dit, tiens, bah oui, tonton. Et on se rappelle facilement. Maintenant, on sait plus ce que les gens ont comme voiture. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine époque, enfin, les gens de mon âge, on se rappelle très bien que tonton, il avait une 204, que l'autre, il avait une R8. Ça nous a marqué, parce que c'était le début de l'automobile, enfin, pour dire, quoi. Et aujourd'hui, bah, ça devient un produit banal, là, l'automobile. Mais voilà, la 2 chevaux, elle a participé quand même à motoriser quand même beaucoup de gens. Beaucoup. Sorti, on rappelle, donc au salon de 1948 de Paris, commercialisé en début 1949. Ouais. Aujourd'hui, on a comptabilisé, je crois, un peu plus de 5 millions de véhicules fabriqués jusqu'en 1990. Ouais. C'est ça. On est passé de 375 cm3 jusqu'à 602. 602, on est d'accord. Alors, en passant par les étapes intermédiaires, et des variantes aussi. On parlait tout à l'heure un petit peu de série limitée, avec la fameuse Charleston qui n'est pas ici, mais pratiquement dans le même Bordeaux. La Dolly, la Chic, la Perrier, qui est assez rare, même très rare, et d'autres encore. La 07, la 07, oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu beaucoup. Bah, pour relancer Citroën, ils essayaient de faire une version un petit peu limited pour se dire la Cocorico qu'ils ont fait aussi. Et voilà, après, c'est des voitures très, très recherchées par les collectionneurs. Et certaines qu'on a aujourd'hui, on a des modèles comme la Orange Ténéré qu'on a dehors, là, qui est des modèles rares. J'ai eu un monsieur la semaine dernière qui les connaissait par cœur et il avait toute la brochette, il lui manquait ce modèle-là. Et il me l'a récité par cœur, en plus, il la connaissait parfaitement, mieux que moi. Et ça, c'est super intéressant. Pour conclure, on peut dire que la 2 chevaux n'est pas une automobile, mais c'est un art de vivre. C'est un art de vivre, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Ouais. Et c'est bien le cas. Ah oui, c'est un vrai plaisir. Et puis là, les cheveux au vent, avec le beau temps qu'il fait. Et puis, ça déclenche de la sympathie quand vous roulez avec la 2 chevaux. Les gens vous regardent spontanément, sourient. Oui, et il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a aucune autre voiture qui déclenche ça. C'est vrai. Ouais. Du plus petit au plus grand. Même les petits, vous les voyez sur le bord de la route, ils ont 4-5 ans. Ils vont, la Dedeche, je sais. Dedeche. Le nom sympa qu'on lui donne. Ouais. Christophe, c'est l'heure. C'est l'heure. Voilà. Tu me donnes la clé. Voilà. Allez, on y va. Oh, t'es gentil. C'est parti. On est très bien accueillis cette fois. Merci encore une fois. Et puis bonne continuation, belles aventures, la grande 2 chevaux. Il y a encore plein d'autres modèles qui vont arriver. Ah oui, 100 euros. Allez, on y va. Ouais, c'est parti. Allez, on y va. Voilà. Ah oui. C'est quoi ça à tort. Et voilà, c'est parti. Au revoir. Au revoir. Salut Christophe.